Bonjour tout le monde et bienvenue dans Légendes Tribales. Alors aujourd'hui nous ne parlerons pas des religions, nous parlerons de langue en fait. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Légendes Tribales. Merci de nous suivre depuis un certain moment. Aujourd'hui une fois de plus je ne suis pas seul, je suis avec un frère, Égide Izélé. Égide Izélé, il est cofondateur d'Ejo Belgique, mais aussi coordinateur de la Ligue panafricaine Umoja. Ligue panafricaine Umoja qui est présidée par Hamzat Boukari Yabara depuis la France. Égide, il est coordonnateur ici en Belgique seulement. Voilà. Alors, Égide, bonjour. Bonjour. On va commencer directement, on va se lancer, on va pas hésiter. Notre fameuse conversation sur les langues, comme habituellement dans ces podcasts. Moi, j'ai une question à poser. Cette question, elle est beaucoup plus d'aspect politique et, je dirais plus politique. Pourquoi est-ce que beaucoup de membres de la diaspora africaine montrent peu d'intérêt pour l'apprentissage des langues africaines? Notamment, tu vois, je viens d'aborder la question des parents. Ouais. Tu vois. Pourquoi tu penses qu'ils montrent peu d'intérêt et qu'ils se disent que c'est peut-être pas assez important pour leurs enfants de développer un intérêt particulier pour l'apprentissage des langues africaines ici en Occident, voire même parfois dans nos propres pays d'origine où on priorise le français, l'anglais et l'arabe que le swahili, le kinyarwanda, le lingala, le kikongo, le chiluba ou encore les langues ouest-africaines ou autres. Pour répondre à ça, il faut se mettre à la place de ces parents-là, dans la réflexion de ces parents-là. C'est-à-dire que, premièrement, je vais commencer ici parce que je ne connais pas ce qu'on dit, mais aussi j'ai quelques idées parce qu'au sein de la Ligue, on communique parfois, on discute sur ces questions-là. Mais sur la question des parents qui sont ici en Belgique, parce que j'ai l'occasion de discuter avec des parents, il faut se dire que les parents qui arrivent ici ont une histoire de migration. Certains d'entre eux, et dans cette histoire de migration, on va retrouver des gens qui ont fui leur territoire, qui ont fui leur pays d'origine, mais qui parfois ont fui leur gouvernement également d'origine. Et donc, ils sont dans une optique de, en fait, moi, de tous les cas, je ne retournerai pas là-bas. Et donc, ils arrivent dans un contexte belge, ils se disent, voilà, moi, je suis arrivé en Belgique, je vais faire ma vie ici, je ne rentrerai pas là-bas. Parce que soit, si je rentre, ma vie est mise en danger, ou je considère qu'il n'y a plus rien, en fait, qui me rattache avec là-bas, parce que peut-être toute ma famille est décédée, ou en tout cas, il y a des raisons qui font que moi, je sais que je ne mettrai plus les pieds là-bas. Et donc, dans ce contexte-là, en voulant couper les ponts totalement avec son pays d'origine, il n'y a donc aucun intérêt de transmettre la langue à son enfant. Parfois, il y a même une volonté que l'enfant soit totalement assimilé, qu'il n'ait même pas cette idée de vouloir rentrer. Parce que les parents se disent, non, moi c'est parti, j'ai tiré un trait sur ça. Et donc, tu arrives et tu te dis, ok, mon enfant, maintenant, c'est ça notre réalité, c'est ça notre monde, c'est là qu'on va vivre et qu'on va rester. Et donc, il faut apprendre les langues qui sont ici pour pouvoir communiquer avec tout le monde, t'intégrer et vivre ta vie. Et une deuxième stratégie qui est la question de comment donner le plus de chances de réussite à mon enfant. J'arrive dans un nouveau contexte, je sais que moi, je suis victime de discrimination, je suis victime de racisme, mon enfant est victime de racisme. Pour que mon enfant ait des meilleures chances de réussite, il faut qu'il excelle. Et cette excellence va être dans les études, donc dans les différentes manières, mathématiques et tout ça, mais également dans les langues. Il faut que mon enfant parle mieux la langue que n'importe qui, et que mon enfant même parle toutes les langues de ce pays pour se donner un maximum de chances. Parce que s'il parle français, peut-être qu'il n'y aura pas de travail en Wallonie. Par contre, s'il parle français et néerlandais, et c'est une stratégie qu'on voit d'ailleurs de plus en plus se développer, même dans les personnes qui belgo-belges, de faire de l'immersion. Parce qu'ils se rendent bien compte, en fait, qu'en termes de marché du travail, en Flandre, il y a énormément d'opportunités. Et donc, ils se sont dit, non, il faut que mon enfant parle des langues qui vont lui permettre de s'assurer un avenir et de s'assurer surtout une carrière, de le mettre à l'abri, mon enfant, qui ne passe pas par les situations de précarité par lesquelles moi, je suis passé, qui ne rencontre pas les difficultés que moi, j'ai rencontrées, parce que peut-être on se moquait de moi parce que j'avais un accent, ou je parlais pas la langue, j'ai eu des difficultés à parler, et donc ça m'a empêché d'avoir certains emplois. Ensuite, il y a une troisième raison qui peut être une question pragmatique de dire oui, c'est important que mon enfant apprenne la langue de chez moi, mais en ayant une vision uniquement transmissive. De dire uniquement, voilà, c'est important qu'il connaisse la langue, mais pour parler avec ses grands-parents. Point. Et donc, dans ce cadre-là,
ça a une importance, mais toute relative. C'est plus important qu'ils apprennent le français, le néerlandais, l'anglais, tout des langues qui vont permettre de voyager, de s'exprimer, s'il veut faire du business, de le faire librement. Et ma langue, au final, n'arrive qu'en 4e position ou 5e position dans cette échelle-là. Il y a aussi des questions qui sont liées à une infériorité qui a été intégrée. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les parents africains qui arrivent ici, c'est la résultante d'une histoire. Une histoire esclavagiste, c'est d'une histoire coloniale. Histoire coloniale esclavagiste, dont un des fers de lance, dont une des premières leçons qui a été posée, a été l'élimination systématique de nos langues et la dépréciation de nos langues par les colons occidentaux. Ça, c'est une des premières stratégies. Parce qu'ils avaient compris une chose, c'est qu'on ne détruit complètement un peuple que si on détruit sa langue. Parce que là, on le coupe de lui-même. On le coupe de ses idées, on le coupe de son rapport au monde, on l'empêche de réfléchir de manière autonome. Parce que quand tu apprends une langue, tu apprends à réfléchir selon un modèle qui t'est donné. La manière dont je pense en français n'est pas la même que celle dont je pense en anglais. C'est pas la même logique, c'est pas la même philosophie. Et donc, si je te coupe de tes langues, forcément, je t'oblige à penser selon mon paradigme, selon des règles que moi, j'ai établies, et donc je te contrôle beaucoup plus facilement. Et ce travail de sape, qui a été long, qui a été méticuleux, qui a accompagné de violence, nos parents l'ont vécu également. Et donc, on retrouve aussi des parents qui ont un complexe et qui ont intégré justement cette notion en fait que ma langue est fondamentalement inférieure, elle ne me sert à rien, elle est inutile, ce n'est même pas une langue, c'est un dialecte ou c'est un patois. Et donc, tu as ce conditionnement mental qui amène des gens en fait à, même quand eux ne transmettent pas la langue, si leur enfant s'intéresse, à dire non, ne parle pas. C'est un conditionnement mental. Et on le retrouve très bien, d'ailleurs, je trouve que Frantz Fanon en parle très bien dans Peau noire, masque blanc. Il en parle très très bien de ce conditionnement mental et qui devient en fait pathologique, quasiment. Donc c'est des raisons qui peuvent expliquer ça. D'accord. Et tu ne penses pas que ce serait aussi... C'est peut-être une forme de se soumettre à un certain conditionnement imposé par l'idée coloniale, parce que puisqu'ils étaient venus avec l'idée de nous déconnecter de nos valeurs, c'est comme si on s'est dit que oui, ils ont gagné. Ils ont gagné puisque aujourd'hui nous sommes incapables de nous apprécier en notre juste valeur et donc de nous valoriser. On préfère, quand bien même dans nos pays respectifs, on quitte nos pays pour des diverses raisons. Ça peut être des raisons de sécurité, ça peut être des raisons historiques aussi. Donc il y a cette pensée et cette mentalité qui s'est imposée. Tu ne penses pas que c'est une réussite pour eux de nous avoir imposé, de nous avoir dogmé, d'avoir changé notre pensée, notre manière de voir les choses. Et finalement, on devient esclave plus physiquement comme c'était avant. Mais aujourd'hui, on est esclave idéologiquement puisqu'on est incapable de penser de nous-mêmes ou encore de penser les choses selon nos propres vécus. Généralement qu'on est des esclaves culturels. Ouais. Enfin, en tout cas, il y a une mise en esclavage culturel et une domination culturelle qui s'est exercée pendant la colonisation. Et ça, c'est une réalité. C'est des choses qu'on observe, qui sont très bien documentées et qu'on retrouve. Tu as abordé différents points. Le point que je voulais aborder, d'abord, c'est la langue ne peut pas être abordée en tant qu'élément seul. La langue fait partie d'un ensemble culturel et identitaire qui est politique. Et donc, la langue va être un marqueur de différents éléments. Premièrement, un marqueur historique. Parce que dans ce que tu retrouves dans la langue, dans la structure, dans l'évolution de la langue et dans les restes d'autres langues que tu retrouves dans ta langue, tu vas voir en fait les contacts que ta civilisation, que ton peuple a eu avec d'autres peuples. Si on prend le cas du français, si on retrouve des mots arabes dans le français, ça marque bien qu'à un moment donné, il y a eu un contact entre ces deux civilisations et tellement proche que des mots de l'une ont été intégrés dans une autre. Si on prend le cas du Kinyarwanda qui est ma langue, la manière dont on nomme les horloges, l'heure, par exemple midi, on va dire sasita. Sasita, ça vient du Kiswahili. C'est exactement la même chose qu'en Kiswahili. Donc ça montre bien qu'il y a eu à un moment donné un contact entre des populations kinyarwandophones et kiswahilophones, qui montre bien qu'il y a un lien. Donc la langue est un marqueur historique. La langue est aussi un marqueur culturel, parce que dans la manière dont tu vas tu vas nommer les choses, ça va me donner une idée de ta philosophie, de comment tu penses, mais également de ce que tu as dans ton quotidien. Et qu'il y a des mots qui n'existent pas dans nos langues. Moi, j'ai cherché à un moment donné le mot neige.
je me suis rendu compte que le mot neige est très récent. Est très récent au Kinyarwanda. Mais parce que, tout simplement, pendant très longtemps, la réalité des peuples qui parlent Kinyarwanda est qu'ils n'avaient jamais vu de neige de leur vie. C'est logique. Hein. Une coccinelle. Je me souviens, j'avais créé un jeu en Kinyarwanda. Je dit, on a fait un jeu en Kinyarwanda. Et je voulais traduire différents termes. J'ai eu le plus grand mal à trouver la traduction de coccinelle. Parce que ça ne fait pas partie de notre réalité concrète. On a peut-être tous cet aspect où on s'est dit que, comme en lingala peut-être, moi il y a des mots que je connais en lingala et je ne sais pas le traduire en français. Ou peut-être des fruits. C'est la plus grande difficulté qu'on a parfois en Afrique, c'est qu'il y a certains fruits qui existent en Afrique qui n'existent pas en Occident. Mais oui. Et du coup, ces fruits qui existent en Afrique qui n'existent pas en Occident, nous ne savons le nommer que en nos propres langues respectives. Et on est presque incapable de les nommer en français ou en anglais. Parce que ce n'est pas dans ta réalité. Ce n'est pas dans ta réalité sensible. Et donc, ou même, tu crées des plats. Il y a des ingrédients que tu ne vas jamais penser à utiliser parce qu'ils n'ont pas de nom dans ta langue. Ils ne sont pas reconnus. Ce qui n'est pas nommé n'est pas reconnu. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Littéralement, dans ton esprit, il n'existe pas. Et donc, ça montre bien du coup que la langue en fait va représenter des limites à ton imagination, va définir les limites de ton imagination ou la taille de ton imagination. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? Je dis tout ça pour bien comprendre que quand on parle de colonisation, c'est un tout. Et en fait, la langue n'est qu'une partie d'un tout culturel. On a subi une domination culturelle. Dans cette domination culturelle, il y avait une volonté de supprimer nos idées qui sont propres et de conditionner nos esprits à aller dans le sens du dominateur. Et surtout, de nous conditionner à assimiler le colonisateur avec la modernité, avec la civilisation, avec le développement, et de nous considérer, nous, comme tout ce qui nous concerne, comme arriérés. Et donc, quand tu vas vouloir abandonner ta langue, c'est parce que tu as envie d'être moderne, tu as envie d'être civilisé, tu as envie d'être évolué. Si on prend des termes qui sont très... qui ont une signification profonde pour nous qui venons d'Afrique centrale, la notion même d'évoluer, c'est chose qui a... Voilà, c'est un point historique. Et donc, c'est dans ce cadre-là de volonté de ressembler, de quitter toi-même pour être moderne, pour atteindre ce que tu considères être une autre phase d'évolution humaine qui est meilleure, que tu vas laisser tout ce qui te concerne derrière. Et tu assimiles le fait que, mais en fait, si on a perdu, c'est peut-être que justement, nous étions inférieurs. Si eux ont gagné, peut-être qu'ils étaient supérieurs. Et là, tu commences cette hiérarchisation. Et dans ce travail-là, c'est une des grandes victoires du colonisateur. Et je reviens encore, moi j'ai toujours aux gens, sur cette question-là, il faut lire Frantz Fanon. Parce que Frantz Fanon décortique bien dans Peau noire, masque blanc, l'emprise psychologique du colonisateur sur les peuples colonisés. Où il dit en fait que l'esprit le plus puissant, l'arme la plus puissante entre les mains du colon, c'est l'esprit du colonisé en fait. C'est quand tu penses que tu es colonisé, quand l'image que tu as de toi-même provient de celui qui te domine. Et donc, c'est un travail de ça qui a été fait. Maintenant, et c'est là où je pense que c'est quand même important de garder à l'esprit, si aujourd'hui on arrive à se poser la question de l'importance de nos langues, c'est qu'elles ont survécu. Si elles ont survécu, ça veut dire qu'il y a eu résistance. Si elles ont survécu, ça veut dire qu'il y a eu un échec des colons à faire disparaître nos langues. Il y a beaucoup de langues qui ont disparu, dont on a perdu la trace aujourd'hui, mais il y a énormément de langues qui subsistent encore aujourd'hui. Donc il y a eu une certaine victoire au niveau étatique, où en fait on va remplacer nos langues à nous par les langues du colon, où le français, l'anglais, le portugais va devenir la langue officielle du pays, mais on se rend compte qu'au niveau des populations, il y a une survivance de ces langues-là, de ces langues locales. Même si elles sont dépréciées, il y a une survivance, parce que les gens vont même continuer à l'utiliser. Il y a quand même eu cette résistance-là par la langue. Tu vois notamment avec des pays comme le Burkina Faso, qui s'appelait la Haute-Volta. Quand Thomas Sankara prend le pouvoir, il dit non, nous sommes le Burkina Faso.
C'est une manière de réaffirmer sa souveraineté. C'était la même réaction qu'avait eu Mobutu quand il a remplacé la République démocratique du Congo par les Zaïre, en fait. Oui. C'était bon, après, parce on aurait beaucoup à dire sur le régime de Mobutu, mais c'était dans la lignée. Pas du régime, mais c'est dans la lignée. Oui, je parle plutôt de ça, parce que lui, il avait une philosophie vraiment ancrée dans le recours à l'authenticité. Il voulait que l'identité africaine soit africaine. Et il voulait que l'identité zaïroise soit zaïroise. Tu sais, c'est lui peut-être qui a supprimé les prénoms, hein, les prénoms judéo-chrétiens et tout. Il a supprimé ça. Hein. C'est lui qui a supprimé, qui a imposé. C'est grâce à lui que le Lingala est connu aujourd'hui parce qu'il avait donné une certaine valeur au Lingala. Et il était parmi ces rares présidents africains à l'époque qui faisaient des discours populaires en langue nationale. Parce qu'à l'époque, on venait à peine de sortir des colonisations, que ce soit partout en Afrique. Et la plupart de nos présidents, ils parlaient français, anglais, un peu partout. Et dans des pays arabes, c'était l'arabe. Mais Mobutu, il s'était dit non, en fait. Et il a commencé à tenir des discours en lingala. Et ça avait créé un éveil de conscience. Et alors, il a imposé le lingala. Et tu sais, je vais te raconter une anecdote, peut-être. Il y avait pas mal d'artistes congolais à l'époque, peut-être, qui portaient des prénoms. Hein. Le cas le plus connu que l'on connaît, peut-être, c'est Taboulé Rochereau. À l'époque, c'était Rochereau. Rochereau, c'était un prénom français. Okay. Quand Mobutu a pris le pouvoir, il a supprimé les prénoms. C'est comme ça qu'on a gardé Taboulé. Donc, on a gardé l'aspect congolais. Papa Wemba, il pouvait bien avoir un prénom judéo-chrétien ou un prénom occidental. Mais Mobutu il avait interdit tout ce qui était occidental dans le paysage culturel congolais. Et c'est comme ça que le lingala s'est imposé. La plupart de nos artistes qui dateraient d'avant les années 2000, on les connaît presque tous que par leur nom congolais. Wemba, Ndiama Makanda Weranson, Kofi Olomide. Certains noms sont venus juste après, vu de la notoriété. Mais on a Taboulé, on a Luambo Makiadi. Tu vois, c'était des noms comme ça. Et ça fait que c'est resté dans l'esprit. Et on ne chantait qu'en lingala. Et donc, le lingala a pris une double vitesse. Et tu vois la fierté que les gens ont en parlant lingala. Ouais. Tu vois. Et maintenant, Mobutu, en tout cas, la politique de Mobutu s'inspire. Non, mais je veux dire, sur la question de l'authenticité, elle s'inspire, en fait, elle est dans la lignée de ce que d'autres chefs d'État avaient déjà pensé et avaient déjà mis en place, en fait. Des Kwame Nkrumah, Est-ce que Nasser était un contemporain de Mobutu? Je sais plus. Mais même des gens comme Nasser de l'Égypte. Oui. Oui, il était avant Mobutu. Voilà. Mais tous des gens. Enfin, il était pendant et avant. Des gens comme Nyerere. Enfin, il y avait toute une pensée en fait révolutionnaire qui avait déjà identifié l'importance vitale de revenir à nous-mêmes, notamment par la langue, parce que le mot est créateur. Maintenant, je ne suis pas sûr d'avoir répondu totalement à ta question. Ouais, j'ai répondu à ta question ? Non, pas encore. Parce que moi, j'ai posé la question de savoir, est-ce que c'est pas une façon de dire qu'on a perdu, au fait, l'Occident nous a gagné. Tu vois, comme peut-être je parle de Mobutu, ça me permet aussi de répondre sur une autre question presque similaire, mais qu'est-ce qui fait que ces mêmes pensées qui existaient à l'époque de... C'est vrai, je ne veux pas étaler toute la politique de Mobutu, puisqu'il n'a pas été rose, toute sa politique. Il y avait des bonnes idées, mais il y a aussi pas mal de choses qui ont fait que les pays a perdu son élan, mais on ne va pas s'attarder sur ça. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y avait des gens comme, je sais pas, Kwame Nkrumah, peut-être, Mobutu, Nasser et tous ces gens qui avaient des idées panafricaines, Thomas Sankara, qui avait des idées panafricaines, des idées révolutionnaires, mais finalement, qui avaient un impact considérable dans la société, tant en Afrique que dans notre diaspora, parce que c'était une fierté pour nous à cette époque-là, dans certains pays, c'était une fierté de dire que je suis zaïrois, c'était une fierté de dire que je suis ghanéen peut-être, c'était une fierté pour pas mal d'Africains d'affirmer son identité et par sa langue aussi, puisque la langue était véhiculée, était culturelle, était appréciée de tout le monde. Qu'est-ce qui a fait qu'on a perdu cet élan ? Il y a une répression. Et nos ennemis se sont arrangés pour les assassiner. C'est ça aussi, c'est que, comme je dis, on voit bien, et dans l'exemple qu'on a pris justement sur le Ghana, sur le Burkina Faso,
que ce sont des politiques qui sont portés, qui viennent du peuple, des leaders qui émergent, qui prennent le pouvoir et qui posent la question politique de l'indépendance et de la souveraineté. Et dans cette notion politique, la langue a un aspect symbolique, mais également extrêmement fondateur. Maintenant, quand tu tues ces gens-là, que tu leur donnes 2, 3 ans au pouvoir, 10 ans, que tu les tues, que tu les diabolises, que tu mets au pouvoir des personnes qui vont saper tout ce travail-là, en fait, d'éveil des consciences, qui vont également réprimer les gens, parce qu'on veut faire un parallèle entre ce que certains parents font, dans le sens où ils vont réprimer leurs enfants et leur dire non, tu n'as pas le droit de mettre la pression aux enfants pour ne pas parler leur langue. C'est des choses qui se font aussi dans nos territoires. Bah oui, hein. Ce n'est jamais que la transposition à l'échelle familiale de ce qui est fait à l'échelle nationale dans certains de nos territoires, voire à l'échelle continentale. Et donc, en fait, c'est la répression. C'est simplement de la répression. Tous les gens qui parlent leur langue, tu les réprimes. Tu leur bloques l'accès au niveau politique, tu leur bloques l'accès au niveau de l'éducation, tu leur bloques l'accès au niveau de l'accès à la culture, au niveau économique, enfin, tu leur bloques l'accès. Tu fais en sorte que, pour pouvoir arriver à certains postes, pour évoluer dans la société, tu dois parler telle langue. Tu dois parler français, tu dois parler la langue du colon. Et bah, les gens sont pragmatiques. Les gens ont besoin de survivre, les gens ont besoin de manger, les gens veulent un avenir. Donc les gens s'adaptent. Maintenant, comme je dis, il y a une partie des gens qui s'adaptent, mais ça n'empêche pas aussi d'avoir un mouvement à 2 vitesses, où tu t'adaptes pour survivre dans le contexte dans lequel tu es, tout en continuant à te battre en privé, en ayant des formes de résistance en privé, notamment par la musique. Oui, on va peut-être parler français et tout ça dans la vie de tous les jours, mais dans la musique, on va utiliser nos langues. Et à travers la musique, dans nos langues, on va transmettre des idées subversives, des idées révolutionnaires. On va maintenir cette fierté-là. Ou je vais parler la langue des autres, mais je vais la modifier un petit peu. Comme on voit aujourd'hui, notamment des jeunes qui vont prendre notamment le cas du franglais. Le franglais, c'est ça, c'est je joue avec la langue. Oui, ok, je suis obligé d'utiliser ta langue. Ok, mais je vais jouer avec la langue. Je vais me l'approprier. Je vais donner un autre sens à la langue. Je vais rajouter des mots. On voit ici, notamment dans les quartiers populaires, que ce soit en Belgique ou en France, on rajoute des mots à la langue française. On modifie l'expression. C'est tout un travail aussi en fait, ce sont des petites formes, des micro-formes de résistance. D'accord. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'entrer vraiment en profondeur de notre apprentissage et dire que, tiens, je parle Lingala, je parle Kinyarwanda, je parle Swahili, je parle Bambara, mais je vais en faire, au-delà d'une simple langue vernaculaire, comme nous utilisons nos langues actuellement, je vais en faire une langue scientifique, économique et commerciale. Il y a, moi déjà sur la question de l'intérêt, si on parle de l'intérêt économique, ça dépend d'où on parle. En Belgique, effectivement, parler Kinyarwanda, ça n'a pas un grand intérêt économique. Par contre, au Rwanda, c'est obligatoire. Quand tu imagines moi, je suis allé au Rwanda, et c'est peut-être une des particularités du Rwanda, c'est que c'est un des... En tout cas, nous, on a un pays où c'est une seule langue est parlée sur tout le territoire. Tous les Rwandais au Rwanda parlent Kinyarwanda. Même les Occidentaux apprennent le Kinyarwanda. Il y a d'autres territoires aussi où si tu parles pas la langue, bah, tu seras toujours bloqué. En fait, à un moment donné ou à un autre, si tu es sur le continent, si tu parles pas une des langues locales, à un moment donné ou à un autre, tu seras bloqué, ou alors, tu devras tout le temps avoir des interprètes. Ça, c'est une chose. Mais effectivement, en diaspora, l'intérêt économique n'est pas vu pourtant les Chinois directement. Le font, hein. Par contre, c'est encore une question aussi de champ de réflexion. Dans le sens où l'Afrique, aujourd'hui, est le continent d'avenir et tout le monde le sait. Ce qui veut dire que toutes les entreprises occidentales, toutes les entreprises du monde entier veulent s'implanter en Afrique, veulent un bout de l'Afrique. Donc, elles recherchent des gens qui parlent les langues africaines parce qu'elles vont gagner du temps. Et quand tu penses à ça, tu te dis, ah, mais en fait, finalement, dans un monde où tout le monde parle français, anglais, tout ça, espagnol, portugais, tout ce que tu veux, si toi tu maîtrises une des langues du continent, en plus de l'anglais et du français, si tu es dans un secteur où ta compagnie vise à s'implanter sur le continent, en fait, c'est une force de parler ta langue.
Parce que justement, pendant des dizaines, des centaines d'années, on a méprisé ces langues-là. Personne ne les a apprises dans le monde occidental, dans le monde en général. Toi, tu arrives sur le marché du travail, tu dis, écoutez, vous savez que l'Afrique, c'est le continent d'avenir. Moi, je maîtrise une des langues du continent. C'est-à-dire que moi, je peux vous ouvrir les portes de ce marché-là plus rapidement. Tu y gagnes. La deuxième raison, et qui n'est pas, très concrètement, qui n'est pas à négliger, la question de l'identité n'est absolument pas à négliger. Dans un contexte de diaspora, nous sommes conscients de ne pas être entre guillemets, chez nous, où nous sommes discriminés, où nous sommes rabaissés, où nous subissons des violences policières. La question de l'ancrage, d'avoir un mental qui est solide, une identité qui est fermement ancrée, est indispensable, est primordiale. Et dans ce travail-là, la langue va énormément jouer. Parce que la langue va... Moi, j'aime toujours dire que si je ne parle pas ma langue, je suis un électron libre dans la ligne du temps. Quand je parle ma langue, ça me situe. Quand moi, je suis dans les transports en commun et que je parle Kinyarwanda, quelqu'un qui sait que je parle Kinyarwanda, il sait d'où je viens. Je suis automatiquement situé. Quand je rencontre quelqu'un qui parle espagnol, j'ai une idée de d'où vient la personne. Automatiquement. Donc, ça me situe dans le... ça te situe dans le monde. Mais surtout, on parlait tout à l'heure de la question des grands-parents, de la lignée. Souvent, nos grands-parents, arrière-grands-parents ne parlent que nos langues. Donc, pour pouvoir avoir accès à eux, pour pouvoir avoir accès à leurs connaissances, tisser un lien avec eux, faire vraiment partie intégrante de la famille, tu dois parler la langue. Parce que la transmission culturelle se fait à travers la langue. La transmission des anecdotes se fait à travers la langue. La transmission, quand on fait ta généalogie, ce sera dans ta langue. Alors que la question de la généalogie est primordiale. Ouais. Savoir d'où je viens, de quel clan, où est-ce qu'on a été sur le territoire, retracer ma lignée, qu'est-ce que mes ancêtres ont apporté, quel rôle ils ont joué, qu'est-ce qu'ils ont représenté dans l'histoire de mon territoire, de mon peuple, dans l'histoire de l'Afrique, même quelles ont été leurs réalisations, quels ont été les voyages, enfin, toute cette expérience-là, ce savoir-là qui est propre à ma famille et à mon clan, c'est une richesse incroyable. Si je n'y ai pas accès, je perds énormément de choses. Mais pour y avoir accès, je dois pouvoir penser à travers mon prisme, à travers mes réalités, à travers, du coup, mon propre langage. Et ça, pour des personnes qui ont vécu ce déracinement, le fait d'être né dans un espace qui ne correspond pas à ton origine, c'est primordial. C'est indispensable. Et j'ai le sentiment, souvent quand je parle avec des jeunes, qu'ils sont à un stade de leur vie où ils ne se rendent pas compte de cela. Moi, et même moi, pendant longtemps, je ne voyais pas l'intérêt. Mais quand j'ai eu 25, 26, 27 ans, que j'ai commencé à penser à mon avenir, que j'ai pensé à me poser des questions existentielles sur ma personne, qu'est venu le temps de faire des choix qui allaient déterminer ma vie dans les années à venir, en fait, je me suis rendu compte que c'est extrêmement important de savoir d'où je viens. C'est même pour me comprendre moi en tant que personne, en termes de personnalité, comprendre les dynamiques familiales dans lesquelles je suis, comprendre mon vécu, j'ai besoin de comprendre le vécu de ma famille, en fait. Parce que mon expérience à moi, en tant que jeune ici, tire ses racines et une conséquence de l'histoire de ma famille. Et de ce qui est arrivé à ma famille qui m'a amené là. Quand on dit, pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Bah, chez nous, pour savoir d'où tu viens, tu dois parler de la langue de là où tu viens. Et donc, mais en fait, on n'y accorde pas suffisamment d'importance. Est-ce que tu penses qu'une langue unique et commune pour l'Afrique est importante, nécessaire? Une langue de communication. Une langue unique de communication et des affaires. C'est pas unique, mais en tout cas une ou deux langues. En tout cas, nous, au niveau de l'équipe africaine ou Moja, on estime que notre souveraineté et notre indépendance ne sera acquise que si on se met tous ensemble. C'est de notre unité, de différentes formes d'africanité, c'est de notre unité en un État fédéral que naîtra la possibilité pour chacun d'être libre. Si chacun de nous reste éclaté dans les limites de la conférence de Berlin, on ne va jamais s'en sortir. Mais donc, pour pouvoir faire un tout dans la diversité, il faut qu'on puisse communiquer les uns avec les autres.
Et effectivement, il y a énormément de langues sur le continent. Et donc, nous, on constate qu'il faut au moins une langue qui nous soit commune et qui soit enseignée partout pour que les différentes parties de l'Afrique puissent communiquer aisément entre elles. Mais ça ne veut pas dire que cette langue doit se substituer à toutes les autres. Non, c'est chacun apprend sa langue, mais dans le package de langues qu'on apprend, parce qu'en Afrique, on a toujours été polyglotte. Mhm. Je veux dire, La ce plupart serait d'entre nous, hein. serait illusoire de penser que en Afrique, on n'a jamais communiqué. Non, c'est un continent large. Les gens ont toujours voyagé. On n'a pas attendu les Occidentaux la déportation pour voyager sur le continent. Les gens ont toujours voyagé. Mais si les gens ont toujours voyagé, c'est qu'ils communiquaient. C'est que les gens ils communiquaient. Donc c'est que les gens étaient polyglottes. C'est qu'à un moment donné, des gens parlaient plusieurs langues. Alors moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que le Swahili et le Wolof sont des langues qui sont énormément parlées, qui ont énormément de locuteurs. Donc j'imagine qu'une des langues devait être le Swahili. En tout cas, les marchands aujourd'hui, c'est le Swahili qu'ils utilisent. En tout cas, toute la zone des Grands Lacs, c'est les Swahili que les marchands utilisent pour communiquer entre eux. Il y a peut-être d'autres langues, hein. Au fil du temps, il y a peut-être d'autres langues qui sont mises ensemble. Parce que moi, quand je pense à cette question, c'est une question essentielle, puisque c'est une question qui divise quand même pas mal d'Africains. Dire que, effectivement, moi aussi, je pense au Swahili, puisque c'est la langue africaine la plus parlée, hein. Quand on écarte, bien sûr, l'anglais, le français et l'arabe. Puisque l'arabe, beaucoup de gens le rajoutent dans les langues africaines. Or, elle n'est en aucun moment, elle n'a jamais été une langue africaine. C'est une langue qui nous a été imposée comme toutes les autres langues. Voilà. Donc, cette question divise quand même pas mal, puisque comment parvenir à se convaincre de dire que telle langue devrait être la langue la plus parlée, puisque c'est une langue qui est parlée par beaucoup de gens. Je vois mal un pays comme peut-être le Nigeria, hein, le Nigeria, ou encore le Sénégal, qui ont des langues qui sont très parlées aussi en Afrique, dans leur zone en tout cas, dire que tiens, moi je rajoute le Swahili dans mon programme scolaire parce que je pense que dans l'avenir, d'ici quelques années, le Swahili pourrait probablement devenir la langue qui pourrait unifier l'Afrique. Sachant que eux déjà, c'est comme si au fait on demandait aux gens de mettre de côté leur langue, quand bien même ces langues existent, ces langues vont rester dans leur pays, mais c'est comme si on leur demandait de mettre de côté leurs idées d'internationaliser leur langue au profit d'une autre langue. Mais c'est quand même particulier parce que c'est des États qui acceptent quand même d'intégrer l'anglais. Mais puisque l'anglais a été imposé, en fait, l'anglais c'est une langue qui nous a été imposée. Mais aujourd'hui, en tout cas, dans ces territoires-là, je ne vois pas une volonté de substituer l'anglais, d'enlever l'anglais pour mettre une langue nationale, tu vois. En soi, en fait, moi, je pars du principe qu'il faut qu'on arrive à se décentrer de soi-même pour penser à l'intérêt collectif. C'est-à-dire que dans le cadre d'un État fédéral, on ne peut plus penser en termes de micronationalisme. Ça va nous tuer. Dire, moi, ma langue, non. On est en train de bâtir un ensemble pour pouvoir tous s'élever. Parce qu'on est face à des ensembles. Donc, face à des ensembles, face à des groupes, on n'a pas d'autre choix que de s'unir en tant que groupe. Et donc, si on s'unit en tant que groupe, il faut qu'on puisse communiquer. Certains intellectuels ou certaines personnes disent que c'est quand même beaucoup plus important de partir des langues qui sont des langues les plus anciennes, qui ont donné naissance. Tu vois, quand on parle peut-être des langues bantoues, des langues nigéro-congolais, des langues nilotiques et tout, partir d'une langue mère pour faire de cette langue mère la langue commune de tout le monde. Qui peut l'enseigner? Combien a-t-on d'enseignants qu'aujourd'hui on peut déployer sur le territoire pour enseigner cette langue-là? Deuxièmement, la facilité d'apprentissage de cette langue. Toutes les langues ne sont pas aussi faciles à apprendre les unes que les autres. Donc il faut une langue qui soit facile à apprendre. Donc, est-ce qu'on a des techniciens, est-ce qu'on a les moyens techniques, les ressources humaines, des connaissances nécessaires pour enseigner cette langue correctement? Ensuite, est-ce qu'elle est facile à apprendre pour la majorité des personnes? Il y aura toujours des personnes pour qui ce sera compliqué. Ça, c'est malheureusement, il y aura toujours des difficultés. Ça, on ne sera jamais sur un pied d'égalité. Mais est-ce qu'il y a un consensus général sur est-ce qu'elle est plus facile à apprendre que les autres, ou peut-être celle qui a fait le plus de petits, c'est-à-dire dont on retrouve le plus de mots dans d'autres autres langues aussi, ce qui permettrait un transfert beaucoup plus aisé. Il y a déjà des ponts quelque part qui sont déjà là. Pour moi, ce sont les deux questions principales. Et c'est ça qui va amener la décision. Parce que il
et moi j'aime beaucoup prendre l'exemple de Kwame Nkrumah. Elle dit que Kwame Nkrumah, quand il arrive au pouvoir, il a un programme révolutionnaire. Dans ce programme révolutionnaire, il y a le fait notamment de pouvoir se défaire du joug colonial britannique. Kwame Nkrumah gagne les élections. Il devient président du Ghana. Un choix se pose. Est-ce que je me défais directement des Britanniques ou pas? Kwame Nkrumah regarde et il se rend compte qu'il n'a pas suffisamment de techniciens pour gérer l'État du Ghana. Il n'a pas les gens, il n'a pas la main-d'œuvre, il n'a pas les gens qui pourraient mettre à des postes clés pour gérer l'État ghanéen. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'étaler le processus d'indépendance sur quelques années et de garder au Ghana certains cadres qui étaient issus du système colonial, mais le temps de former des techniciens qui peuvent les remplacer. C'est du pragmatisme. Et donc, je prends cet exemple-là pour dire qu'il y a l'idée et puis il y a les faits. Quand tu es confronté au pouvoir, il faut te poser la question de « oui, j'ai une idée, ai-je les moyens de mon ambition? Ai-je les moyens de ma politique ?» Quand on va choisir une langue, il faudra se poser la question « ok, si on prend cette langue-là, est-ce qu'on a les moyens de notre politique ?» Parce que pendant que nous, on va être en train de choisir une langue et de l'enseigner, nos adversaires vont tout faire pour nous saboter. Donc, quelle langue, quelle voie a le plus de chances de succès à court, moyen et long terme? Et c'est ce choix-là. Moi, je ne prétends pas avoir de solution. Nous, au niveau de la Ligue, on a choisi le Swahili. De par le fait qu'elle est très répandue, mais aussi que c'est une langue qui nous semble assez aisée à apprendre pour nous. Mais on ne prétend pas avoir la vérité absolue. Si ça se trouve, en discutant, en échangeant, en parlant avec des linguistes, on va se rendre compte que c'est plutôt une autre langue. Mais ce n'est pas un problème. Et il faut justement qu'on reste ouvert en fait, à cette possibilité-là. Et qu'on ne soit pas dans une logique, comme je dis, de micro-nationalisme, d'être attaché à nous-mêmes. Non, il faut penser le nous. On va déjà tendre vers la fin de notre vidéo. J'ai 2 petites dernières questions à te poser. En quoi est-il essentiel de connaître sa langue maternelle? Je dirais, première chose que tu dois savoir, c'est que c'est vrai, il y a toi qui vis aujourd'hui, mais tu as une maman, tu as un papa, tu as des grands-parents qui, eux, ne parlent pas la même langue que toi. Toi, tu es ici en Belgique, tu parles le français, tu parles le néerlandais, mais tes grands-parents, papy, mamie, ils parlent pas cette langue-là. Et j'imagine que tu as envie quand même d'avoir des contacts avec papy et mamie, tu as envie d'avoir des histoires qui te racontent leurs histoires, qui te racontent leur vie. Tu as envie de pouvoir passer des moments avec eux, pouvoir leur rendre visite et pouvoir parler. Et ta langue va te permettre déjà ça. Que déjà au sein de ta famille, que tu puisses communiquer avec tout le monde, que tu puisses tisser des liens avec chaque membre de ta famille, que tu puisses parler, échanger, faire des blagues, passer des moments de qualité avec ces gens de ta famille. Tu vois. La deuxième chose que je dirais, c'est que si tu ne maîtrises pas ta langue maternelle, tu auras du mal à apprendre les autres langues. Il y a des études qui ont montré que la maîtrise de sa langue maternelle permet plus facilement d'apprendre d'autres langues. Troisième chose que je lui dirais, c'est que, écoute, ton imaginaire, tout ce que tu penses, et en fait, il y a des mots qui existent dans ta langue, il y a des idées qui existent dans ta langue qui n'existent pas dans le reste du monde. Et donc, avoir ces idées-là va te permettre de développer ta créativité, va te permettre de créer un monde, de créer un univers. Imagine que c'est comme si tu avais une boîte de pinceaux, je t'ai donné 3 couleurs, c'est les couleurs du français, mais si tu apprends ta langue, tu rajoutes encore 10 pinceaux dedans. Donc imagine les dessins que tu peux faire, imagine tout ce que tu peux imaginer, tout ce que tu peux créer en fait. Je dirais en plus le 4e point, c'est que l'avantage de ta langue maternelle, c'est que tous les gens originaires de ton pays parlent cette langue-là. Donc imagine maintenant, tu es en Belgique, imagine tu vas au Portugal. Tu parles pas portugais. Non. Mais tu rencontres là-bas, au Portugal, des gens qui viennent de ton propre pays. Et vous parlez tous les deux la même langue. Tu as déjà des contacts. Tu as déjà des gens qui vont t'aider. Tu as déjà des facilités. Et maintenant, tu vas aller aux Antilles, tu vas aller aux États-Unis. Et en fait, à chaque fois, ta langue va te permettre de tisser des ponts. Et en fait, ça va t'éviter de devoir apprendre 15 langues différentes. Tu apprendras les langues dont tu as besoin là où tu es, français, néerlandais, anglais. Mais après, ça te permettra de voyager partout dans le monde. Et tous les gens qui viennent de chez toi
tu pourras communiquer avec eux tranquillement parce que vous avez une base qui est commune, en fait. Et en fait, ça te connecte à des gens, ça te met dans une communauté qui est beaucoup plus vaste que juste là où tu es, toi, personnellement. Très bien. Tu es ministre de la Culture et de l'Éducation nationale dans un pays important en Afrique. Un pays qui a un pouvoir énorme sur les décisions qui sont prises dans le continent. Il te fallait prendre une décision ou bien faire signer un décret sur les langues en Afrique. Quelle sera ta plus grosse décision? Ouf. Alors là, c'est une question complexe, ça. Donc, je vais prendre un décret sur une langue, sur les langues. Les langues nationales? Peu importe. Ou bien, tu es ministre fédéral des États fédéraux d'Afrique. Dans tous les pays d'Afrique réunis, et toi, tu es le ministre des États fédéraux et tu es en charge d'éducation et de culture. Et qu'il te fallait prendre une décision importante sur les langues, et cette décision devrait être imposée dans tous les pays d'Afrique. Quelle sera ta plus grosse décision et qui ferait changer considérablement les choses? Non, en vrai, non, c'est une seule décision. Je change la langue d'enseignement pour virer toutes les langues coloniales. Donc, elles seraient apprises comme des langues étrangères, mais elles ne seraient plus la langue officielle d'enseignement. Et je mets une langue locale, mais qui correspond à chaque province. Quand tu dis une langue locale, dans chaque pays, la langue d'enseignement sera la langue de ces pays-là. Ouais. Mais maintenant, je laisse à la liberté de chaque pays, parce que c'est un État fédéral. Je laisse la liberté à chaque État ou chaque province de l'État fédéral de choisir. Mais d'accord. Mais ça doit être une langue locale. Et tu fais quoi de la langue unique? Ce serait une langue qui serait apprise, en fait, dans le cursus. D'accord. Mais c'est important, en fait, de garder cet ancrage local. C'est vraiment, c'est quelque chose. Et c'est là où parfois les gens, ils font un amalgame. Ils pensent en fait qu'on veut virer leur langue. Non, c'est ce que j'ai dit. Ta langue maternelle est primordiale. C'est ce qui permet aussi d'exister à la face du monde. Tu vois? Parce que la langue fait en sorte que tu es reconnu par l'autre en tant qu'être singulier qui est différent de lui. Si on parle la même langue, je ne te reconnais pas comme quelqu'un de fondamentalement différent de moi. Je te mets dans le même groupe culturel. Après, oui, différence de peau, tout ce que tu veux, mais tu n'es pas fondamentalement différent de moi. Par contre, quand tu parles ta langue et que je parle ma langue, je comprends que tu viens d'un univers qui est différent du mien. Et donc, ton univers maintenant existe. Quand moi, je parle Kinyarwanda, je dis, oh, mais tu parles quelle langue? Je parle Kinyarwanda. Oh, ça vient d'où? Du Rwanda. Donc, on conserve les langues maternelles qui doivent être enseignées, qui doivent être transmises au niveau des familles, et au niveau de l'éducation, on choisit une des langues du territoire sur lequel on est, qui sera la langue première d'éducation. Et la langue commune à l'État fédéral sera enseignée comme une langue étrangère. Et ce sera la première langue étrangère qui sera apprise. Et après, seulement on pourra passer aux autres. Très bien. Écoute, merci Égide. Merci pour ces petits moments de partage et très chargés d'informations. Merci à toi pour l'invitation et puis au plaisir. Au plaisir et merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. À la prochaine. Allez.